Mais avec le temps, on se rend compte qu'un intellectuel n'est pas forcément celui qui parle français ou qui est allé à l'université. Intellectuel, c'est celui qui a la capacité de répondre aux questions de la société. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Alors, Legacy Talk, comme vous le savez, c'est un cadre d'échange et surtout de réflexion avec un expert. On l'appelle souvent le coach national. On parle avec lui sur des questions d'aménagement, sur des questions d'économie, sur des questions des stratégies, puisqu'il est expert, il est stratège. Monsieur Alkitenge, je vous reçois. Comment allez-vous? Je me porte bien, Christian. C'est un grand plaisir de vous revoir encore une fois. C'est le deuxième rendez-vous. Plaisir partagé. Et le prochain rendez-vous, ça sera où? Le prochain rendez-vous sera en présentiel. En présentiel. Et ce sera dans une grande place locale. Ah, très bien. Et c'est ce qui est très important parce qu'avec vous, on espère toujours mieux. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Pour la première question, le Congo a besoin de quoi pour démarrer? Le Congo a besoin d'un rêve. Oui. Et lorsqu'il s'agit d'un pays, c'est comme quand il s'agit d'une entreprise, il faut un plan de travail. C'est ce qu'on appelle le plan stratégique de développement d'un pays. En général, il se positionne sur les 30-40 prochaines années et il se décline en 15 ans, 10 ans et puis finalement les 5 ans de mandature. Et ça permet de pouvoir planifier à la fois les ressources financières, matérielles, mais surtout les ressources humaines pour être en mesure de porter les défis du pays. Et je crois que la plus grande faute que nous avons dans ce pays, c'est de ne pas avoir un plan stratégique de développement qui, généralement, devrait être en mesure de nous servir de boussole et de guide. C'est pour ça que nous avons des budgets qui sont difficiles à respecter le narratif et l'objectif que nous nous donnons. Alors, parce que vous parlez de budget, depuis 1960, on dit que tous les budgets qu'on avait, selon certains experts, ces budgets n'ont jamais été des budgets programmes, ça a toujours été des budgets de fonctionnement. Est-ce que vous pensez qu'avec avec ce narratif de concevoir de budget de fonctionnement, est-ce que ça va nous aider finalement à régler le problème? Christian, cette question a été réglée en 2011 avec ce qu'on a appelé la loi de la finance publique. Ça sous-entend qu'en fait, nous sommes censés être passés sur ce qu'on appelle un budget programme. Ça sous-entend qu'en réalité, le pays a décidé en 2011, ça veut dire 11 ans jour pour jour aujourd'hui, de passer à un mode qui nous permet de dépenser de l'argent sur les besoins que nous avons décidé de réaliser. Ça sous-entend qu'en fait, nous avons un programme que nous sommes censés suivre et nous donnons effectivement à chaque ministère sectoriel et à chaque organisation l'argent nécessaire pour être en mesure de réaliser le projet ou le programme et être en mesure d'en répondre. Et très malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore très malheureusement dans une situation où les ministres sont infantilisés, on fait des budgets qu'on ne réalise pas, on est dans une indiscipline totale et permanente et récurrente. Et très malheureusement, les ministres ne sont même pas responsables de leur propre secteur. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas une question, parce que à regarder le problème de près, il y a un véritable dysfonctionnement, on va dire, entre le temps et les moyens qu'on accorde. Est-ce que nos gouvernements ont réglé le problème de temps, la notion du temps? Puisqu'on a comme l'impression qu'ils ne sont pas pressés, ils n'ont pas de priorité, bon, ils y vont comme ça, tout se passe au bout de 5 ans. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont une notion du temps afin d'aligner le programme? Christian, vous soulevez une question sérieuse qui est une question de planification. La planification, elle est d'abord matérielle et sectorielle, mais également dans le temps. Le drame dans notre pays, c'est que la plupart du temps, les politiciens arbitrent dans la mandature. Ils veulent faire des choses qui pourront justifier qu'on les réalise. Et très malheureusement, lorsque vous êtes un pays, vous ne fonctionnez pas qu'avec le mandat, vous ne fonctionnez pas qu'avec les choses qui vont flasher aux yeux des gens, vous fonctionnez avec ce qu'on appelle les actions structurantes qui permettent que le pays soit en mesure d'accumuler des résultats. Ça pose toute la question du contrat social. Quel est le contrat social entre le personnel politique et les citoyens? Quels sont les devoirs des uns et des autres et quels sont les droits des uns et des autres? Et à partir du moment où nous n'avons pas le contrat social, nous reproduisons très malheureusement un comportement complètement inacceptable qui est celui d'une irresponsabilité collective. En fait, les gens ne se rendent même pas compte qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont être redevables. En fait, pour être redevable, il va falloir que l'on sache quel a été l'engagement pour lequel vous êtes mis en place et aussi
la quantification des différents engagements que vous avez. On appelle ça des indicateurs de performance. Et tant que nous n'avons pas tout ça, chacun fait ce qu'il pense et à la limite, il sait que personne ne le jugera parce qu'il n'y a pas d'indicateur de jugement. Mais c'est très grave pour un État de fonctionner un peu comme si c'était un train qui fonctionnait sans boussole, un peu comme un avion se perdait dans les cieux. On est en train d'aller dans la direction qu'on ne connaît pas tous, mais on y va quand même, sans planification, sans programmation. Vous venez de le dire très bien, nous sommes un pays qui, pendant 60 ans, a fonctionné sans boussole. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons que très peu de résultats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en réalité, nous avons reproduit un modèle politique qui est celui de la colonisation. Nous avons décidé de coloniser nos propres frères qui sont dans les milieux ruraux, aussi simplement que ça. Et vous savez, à l'époque où la communication n'était pas disponible, le plus grand que l'on pouvait faire, c'est de se contenter des endroits où il y a des villes, et généralement des endroits que nous avons hérités de la colonisation. Et je crois qu'il y a lieu aujourd'hui de pouvoir réveiller les Congolais sur le fait que, au-delà des programmes des présidents, le pays lui-même doit avoir son propre programme. Où est-ce que nous voulons aller dans 30 ans? Où est-ce que nous voulons amener notre population? Chez nous, tout s'arrête en 5 ans. Oui. Les prochaines élections, on est dans une électocratie comme ça. L'ancien président, quand il est arrivé, il a dit les 5 chantiers. Jusqu'aujourd'hui, si vous cherchez le document qui décrit les 5 chantiers, il n'existe pas du tout. Ni budget, ni planification. Au bout de 5 ans, il a décidé de changer. Il a dit modernité de... je me souviens plus très bien. Si, mais ça, c'est la gouvernance de slogan. Okay. On y va comme ça. Et quand nous avons eu le nouveau président, il vient avec un certain nombre de narratifs. Et très malheureusement, il trouve un plan national stratégique de développement de 4 ans qui est en total déphasage avec ce que lui veut. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, et heureusement que nous l'avons, les gens le suivent. Maintenant, nous sommes dans un exercice budgétaire. Il faut que le narratif du président, parce que finalement, c'est celui-là qui nous inspire, il faut que le narratif du président soit traduit en éléments budgétaires, soit traduit en projet et programme, qu'il soit traduit en action politique. Et c'est de cette manière que nous devons être en mesure de repartir. Moi, si j'ai une proposition à faire au chef de l'État aujourd'hui et à la classe politique, c'est de dire, profitons de la fin de ce mandat pour être en mesure de mettre en place un plan stratégique de développement pour les 30 prochaines années. La raison étant simple, c'est que le plan stratégique actuel se termine en 2023 et je me pose la question de savoir quand est-ce qu'on va commencer à mettre en place le prochain. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international nous ont souvent mis dans des plans stratégiques de 5 ans. Mais c'était le meilleur piège possible pour être en mesure de nous empêcher de nous projeter. Mais on a bien voulu cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des Congolais de pouvoir décider des choses qui dépassent les mandatures. De pouvoir décider où est-ce que nous voulons aller dans 30 ans pour être en mesure à la fois de faire des choses qui justifieront que le président soit quand même fier d'avoir réalisé un certain nombre de choses avec son gouvernement, mais également qu'il ait le temps d'engager des choses qu'il ne verra pas se terminer. Mais est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes dans un problème un peu plus profond que celui-là? Regardez, depuis 2006, nous nous sommes enregistrés dans une logique des élections et que tous les pays se comportent comme si on n'avait que des raisons de vivre que pour les élections. On ne parle pas développement, on ne parle pas construction d'écoles, on ne parle pas construction d'université, pas de construction de routes, nous parlons élections. Et vous allez voir que l'État va dépenser des milliards et des milliards d'argent. Pour cela, il y a des analyses qui ont été faites pour dire que depuis les 3 cycles électoraux nous ont coûté à peu près, je ne m'amuserai pas à donner un chiffre, mais aux alentours de 2 milliards de dollars. Alors, aux alentours de 2 milliards de dollars, vous l'avez dit si bien, 2 milliards de dollars, c'est autant d'universités, autant d'hôpitaux dans les 145 territoires. Christian, rien pourquoi pour nous arrêter une seconde sur les élections et la CENI. Vous savez, si ce pays a réellement commis des fautes, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des administrations d'exception. Le BCCO pour remplacer l'État qui était devenu faible, le COPIREP pour remplacer le Conseil supérieur du portefeuille qui était devenu faible, et tout ça c'était pour 10 ans. La CENI qui en fait était une entité pour remplacer les administrations publiques qui n'étaient plus capables de faire le travail. Mais au bout de 15 ans, nous sommes toujours dans les mêmes faiblesses structurelles et nous ne sommes toujours pas capables de réorganiser l'État correctement. Le provisoire devenant définitif. Et je crois qu'il faut être sérieux. Vous savez, un pays qui se respecte doit être en mesure d'organiser les élections en dehors de 2-3 mois sans aucun problème parce qu'il a une administration et il a ce qu'on appelle le registre d'état civil moderne. Aujourd'hui, du temps de la digitalisation, ça devrait être très facile d'avoir un état civil correct et qui, sur base duquel on fait les élections. Et les élections ne sont pas un phénomène en temps réel, c'est un phénomène permanent parce qu'il y a des élections à tous les niveaux, à tout moment, et nous devons être en mesure d'être prêts pour cela.
Dépenser 500-600 millions de dollars pour faire le registre des bases de données qui ne seront jamais utilisées, qui ne servent absolument à rien, c'est la meilleure manière de jeter de l'argent par la fenêtre. Mais je crois que, si vous désirez mon point de vue, c'est que dans le cadre de la vision stratégique, les prochaines élections devraient être organisées par les communes. Mais l'état civil, qu'est-ce qu'il fait? On a tout tué. Il n'y a pas de document administratif. Le chef de l'État s'est même plaint de la question. On n'a pas de document administratif. Aujourd'hui, aucun document n'atteste qu'on est congolais. Vous, quoi que vous soyez stratège, mais vous ne pouvez pas me prouver que vous êtes congolais. Je peux dire que vous êtes guinéen. Vous n'avez aucun document pour le faire. On dépense autant d'argent pour fabriquer des cartes d'électeurs, mais on ne fait pas autant d'efforts pour fabriquer des cartes pour citoyens, par exemple. Et c'est pour ça que je dis l'informatique est un outil extrêmement important qui peut faciliter les choses. C'est une question de décision. Les politiciens nous ont pris en otage avec des choix complètement insensés. Cette question de la CENI a répondu à un moment donné à une question particulière qui répondait à la faiblesse de l'État en ce moment-là. Mais le travail d'un État, c'est de construire ses piliers de force pour être en mesure de rendre des services publics en temps réel aux citoyens. Et aujourd'hui, les technologies nous y aident beaucoup. Maintenant, c'est une question de choix. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une CNI en permanence? La réponse est non. Il faut rentrer dans les registres d'état civil pour être en mesure d'organiser les élections comme dans tous les pays du monde. Et c'est quelque chose que l'on peut faire et il faut le faire de manière stricte et immédiate. Et je pense qu'il faut prendre la décision. Alors, mais je voudrais aller beaucoup plus loin. Vous dites que nous n'avons pas de carte de citoyens. On n'a même pas les effectifs réels du pays. On n'a même pas la quantification précise du pays. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas un élément de planification pour savoir faire des choses. Planifier les maisons, planifier les écoles, planifier les hôpitaux. Il faut savoir combien de personnes nous avons et où sont ces personnes. Parlant de où sont ces personnes, nous sommes dans une situation où, dans le cadre budgétaire actuel, le chef de l'État nous disant nous devons aller à la rencontre des citoyens là où ils sont, ça veut dire dans les 145 territoires, au moins avant de passer à l'étape suivante. Mais lorsque vous allez chercher dans le secteur budgétaire, l'argent nécessaire pour faire ces investissements, vous trouvez les 10 milliards de dollars disséminés sur 5 ans. Ce n'est pas suffisamment d'argent. C'est une grosse révolution qui devrait mobiliser la plus grande partie d'argent de l'État pour être en mesure d'aller à la rencontre du citoyen là où il est. Mais vous savez, les gens ont l'impression que non, c'est de la dépense publique sur des citoyens qui n'étaient pas inclus dans notre gestion. Mais la réalité, c'est que ce sont des véritables investissements qui vont nous renvoyer du PIB en termes de croissance, mais également des emplois en termes de contributeurs. Oui. Et je crois que simplement, il faudrait que le narratif change. Il faudrait que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas là en train de faire du social. Le vrai politique et économique. Et ce que le chef de l'État est en train de faire, aussi bien la gratuité de l'enseignement, moi je ne crois pas qu'il y ait gratuité, c'est l'enseignement pris en charge par l'État, la couverture santé universelle et cette pénétration dans le cadre de la profondeur de l'État pour être en mesure d'aller rencontrer les citoyens dans les 145 territoires, pour être en mesure de passer à l'étape suivante qui est celle de nos communautés villageoises. Il est important de se rendre compte qu'on est en train d'aller réveiller des gens dans leur compétitivité pour qu'ils soient en mesure de contribuer à l'économie de la nation. Ouais. Et je crois que la plus grande faute que commet notre budget, c'est d'avoir une contradiction totale entre le narratif politique, l'alignement budgétaire et les actions politiques. On appelle ça le non-alignement et l'indiscipline budgétaire. Et je crois que là-dessus, maintenant plus que jamais, il va falloir que l'État congolais décide de pouvoir se respecter, respecter les citoyens et respecter l'instrument budgétaire qui est en fait un instrument de planification par excellence. Alors, allez-y. Pour terminer, mon propos, c'est de dire il est important qu'on s'assure qu'on fait ce que l'on dit et que le budget le traduit et que l'action politique va le faire. Aujourd'hui, vous savez, un ministre de l'Agriculture, par exemple, il n'accède même pas au tiers de l'argent qui a été prévu, alors que cet argent n'est même pas suffisant. Mais quand le chef de l'État dit « nous allons avoir une revanche du sol sur le sous-sol », il faut être conséquent avec les investissements, il faut être conséquent avec la stratégie que l'on met en place. Et il faut malheureusement reconnaître que le gouvernement s'est montré le piètre acteur du développement agricole. On a vu l'échec patent et honteux de Bukangalozo, on a vu les échecs successifs du programme volontariste du gouvernement, on a vu l'échec des 2000 hectares qui ont été cultivés récemment encore sur Bukangalozo, parce qu'on n'a pas une approche globale. Mon point de vue, c'est que l'activité économique devrait être privée, et l'État devrait se contenter de faire le travail nécessaire pour montrer l'exemple. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'armée qui fait de la production. Vous savez ce qu'on devrait faire? C'est en faire une société militaire de production agricole,
En ce moment-là, on aurait la capacité de vérifier si les opérations sont rentables ou pas. Et on aurait la capacité de pouvoir modéliser cela, être en mesure de le multiplier si c'est nécessaire. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la question de l'état civil, par exemple, parce qu'on parle du numérique. On ne peut pas parler de l'état civil sans le numérique aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants naissent à Ngandajika, par exemple, à Kabeyakamanga. On note avec un papier, et on ne saura peut-être jamais quel enfant est né. Alors, d'où viennent les chiffres de 120 millions d'habitants? D'où viennent les chiffres de 100 millions d'habitants? Est-ce qu'un grand pays chaque comme démocrate a ses chiffres, chaque démographe plutôt a ses chiffres, c'est des projections simples. Alors, comment vous allez, comme vous le savez si bien, vous êtes stratège, comment une femme peut prétendre nourrir des enfants qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas le nombre? Vous savez, le flou a été entretenu de manière permanente pour tricher dans les élections. Et c'était volontaire. Et c'est pour ça que vous allez voir, d'une élection à une autre, il y a des communautés qui grossissent de manière délibérée, simplement parce que on voudrait être en mesure de politiquement manipuler ces chiffres. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Vous pensez que c'est possible de donner au pays un fichier, un vrai fichier? Il y en a d'autres qui parlent du recensement. Est-ce que c'est possible de faire un recensement? Si oui, dans combien de temps? Et comment on va donner à ce pays un fichier? Comment on le fera? Si on ne le fait pas de manière centralisée, ça veut dire qu'en fait, on a un logiciel, mais on donne les opérations aux entités locales. 3-4 mois, on a fini pour faire le recensement de ce pays. Vous pensez? Je peux vous le garantir. Oui. Il suffit simplement d'utiliser de la technologie qu'il faut, et aujourd'hui, la couverture que nous avons en matière de télécommunications nous permet de pouvoir faire des choses de manière tout à fait correcte. La véritable question a toujours été celle de la main-d'œuvre. Vous pensez qu'il faut qu'on utilise les étudiants pour faire ces choses? Pensez-vous qu'il faut qu'on utilise le chef de quartier, le chef de rue, le chef de les bourgmestres, ainsi de suite? La seule façon de la seule façon de le faire, c'est de le faire avec les acteurs de proximité. Et il est ridicule de penser faire partir des gens de Kinshasa pour aller faire le recensement à Cabinda. C'est des choses qui n'ont aucun sens. Que ceux de Cabinda fassent le recensement chez eux. Localement, et qu'on leur donne la possibilité de travailler. Et puis moi, j'ai entendu des choses du genre, oui, mais est-ce qu'ils sont compétents? Qui dit que ceux qui sont à Kinshasa sont plus compétents que les autres? Après, mais est-ce qu'ils sont sérieux? Qui dit que les gens qui sont à Kinshasa, qui consacrent l'échec total de notre pays, sont plus sérieux? Faut-il envoyer des formateurs ailleurs? Comme ça, on forme un groupe de 5, 10, 15, 20 personnes, ou des groupes, comme ça on le fait. Mais après, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, la politique a pris le dessus du tout. On va tous douter, on va tous refuser, on va remettre en cause ces enquêteurs, on va remettre en cause les experts, et finalement après, on va rien. Il y a un phénomène qui a été développé les dernières années qui s'appelle la biométrie. Il permet d'avoir un fichier unique et de ne pas avoir des doublons si on est sérieux avec ce qu'on veut. Et les technologies permettent de le faire. Toute la question ici, c'est est-ce qu'on voudrait le faire? Et si on voudrait le faire, on peut le faire. Et je pense simplement qu'aujourd'hui, avec le fait que le chef de l'État nous pousse vers les 145 territoires au moins, pour la partie rurale, il est important que nous nous rendions compte que nous avons l'obligation d'avoir des entités territoriales décentralisées de qualité, gouvernées avec performance, pour que nous ayons un pays qui marche. On ne peut pas continuer à penser qu'on peut avoir un pays qui marche simplement parce qu'on le produit à partir de la Gombe. Alors, je voudrais quand même revenir tout à l'heure sur l'agriculture, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On va parler de l'agriculture tout à l'heure, mais finissons cette question rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de doter aux Congolais, à tous les Congolais, des cartes pour citoyens? Si oui, dans combien de temps selon vous? Selon votre projection. Je vous ai dit tout à l'heure que si on désire le faire et qu'on décide de le faire de manière décentralisée comme est le budget, 3-4 mois au grand maximum, on a couvert toute la réponse. Et on donne la carte. Et il faut la vendre, cette carte, ou il ne faut pas la vendre? Le modèle économique est tout à fait prenable. On peut avoir une approche asymétrique. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui vivent dans les milieux où l'État a tout dépensé devraient être en mesure de payer. Peut-être que les gens qui sont dans les milieux où l'économie n'a pas été développée devraient être en mesure de payer moins. Et de façon claire pour vous, les élections, devrions-nous garder la formule de la CENI ou remettre les élections au ministère de l'Intérieur, comme ça se passe dans des pays sérieux ou des hommes normaux? Aujourd'hui, à l'échéance de 2023, peut-être que nous devons continuer avec la CENI, on n'a pas le choix. Mais 2028, mais beaucoup plus tard, il faudrait bien que les bases de données qui sont constituées maintenant rentrent à l'état civil et que ça rentre donc au ministère de l'Intérieur. Très bien. Alors, on parlait de l'agriculture. Parlons-en avec le projet de 145 territoires. Certains experts estiment qu'il faudrait avoir le projet comme Bukangaloto, puisqu'ils assistaient d'un échec. Il y en a d'autres qui estiment qu'il faut en avoir au moins 4 pour tout le pays. Ça veut dire qu'on placerait un centre, par exemple dans le Maïdombe, je sais pas moi, un autre à Massissi dans le Maniema, puis un autre. Avez-vous un modèle agricole qui correspondrait aux attentes du peuple congolais? Lequel? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Aussi bien l'agriculture, l'élevage et la pêche et les autres systèmes de production, je pense qu'on ne peut pas avoir un système dicté de Kinshasa. Chaque province est différente et elle a ses caractéristiques. Chaque territoire est différent avec ses caractéristiques.
Chaque entité locale est différente avec ses caractéristiques. Cette stupide manière de penser qu'on peut planifier le pays de haut en bas est une erreur fondamentale qui est liée simplement au fait que les gens qui sont à Kinshasa et dans le gouvernement central veulent garder la main sur l'argent. Exactement comme ils le font aujourd'hui avec les 145 territoires. C'est une erreur. La seule façon qui peut être soutenable de pouvoir faire fonctionner un pays, c'est d'aller de bas vers le haut. Ça veut dire qu'en fait, il faut créer des leaders de proximité qui sont puissants, qui sont compétents et qui dirigent les travaux auprès des citoyens et qui donnent des services publics. Quitte à consolider au niveau supérieur, au troisième niveau, qui est celui des provinces, et alors seulement le gouvernement central peut prétendre être puissant parce qu'il maîtrise la chose. Regardez aujourd'hui, nous avons une fracture de gouvernance. Toutes les choses qui se passent à Kinshasa se limitent à Kinshasa. Le chef de l'État et Makutano viennent de Mbujimai. Quand vous regardez l'état macabre de la ville de Mbujimai, vous vous posez la question de savoir si nous sommes toujours dans le même pays. Et cette fracture, on ne l'a pas qu'entre Kinshasa et Mbujimai. Ben c'est bien partout. On l'a à Kinshasa, entre la Gombe et le reste de... On l'a aussi entre Mbujimai et Ngandajika, on l'a aussi entre Mbandaka et Boulafa. Exact. Et donc, ce que nous devons être en mesure de faire, c'est de nous assurer que nous construisons le pays à partir de la base. Et pour ça, il va falloir que l'État congolais accepte dans sa gouvernance de libérer le pouvoir financier et administratif auprès des entités territoriales décentralisées. C'est la seule façon de pouvoir construire un pays qui marche. Mais est-ce qu'il y a des textes qui l'organisent? Oui, bien sûr, nous avons tous les textes. Nous brillons avec le simple fait que nous ne voulons pas pratiquer les textes et nous violons nos propres textes. Parce que selon certains experts, certains textes sont obsolètes aujourd'hui. Il y a un vrai dysfonctionnement entre l'administration. C'est pour ça que justement tout le monde veut devenir député national et c'est pour ça que tout le monde veut devenir ministre national. Vous savez, en réalité, le vrai pouvoir devrait être le pouvoir de proximité où les bourgmestres ou les administrateurs des territoires livrent des services aux citoyens et les citoyens leur posent des questions quant à la qualité de leur gouvernance. Et je crois que le jour où nous allons comprendre cela, et le chef de l'État est en train de nous pousser vers ça en disant on ne peut pas produire un management qui discrimine des citoyens comme nous simplement parce qu'ils sont géographiquement loin de Kinshasa. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, regardez les 140 groupes armés qui, aujourd'hui, terrorisent le pays. Ils sont tous dans les milieux ruraux où l'administration publique est totalement absente. Et je crois qu'il est important pour nous de pouvoir tirer toutes les leçons du passé et être en mesure de nous remettre en question. Et aujourd'hui, on a un chef de l'État qui, de par son charisme, essaie de nous pousser dans une direction bien déterminée, mais il est important qu'on modélise tout ce qu'il est en train de dire et qu'on le coule dans un plan stratégique de développement. Et c'est pour ça que je dis que, de manière tout à fait impersonnelle, on doit être en mesure de bénéficier de ce fin de mandat, de bénéficier de cette fin du plan stratégique de 4 ans qui se termine l'année prochaine, pour être en mesure de mettre en place un pacte national qui nous pousse dans les 30 prochaines années, que l'on peut requalifier pour les 15, 10 et puis les 5 prochaines années. De sorte que l'animateur qui arrive ou les animateurs qui arrivent n'aient pas à nous imposer un choix qui leur convient, qui nous impose un choix qui fait l'unanimité dans la compréhension collective du pays. Alors, quand vous dites qu'il faut intégrer les budgets provinciaux, je voudrais que l'on puisse comprendre un fait. Est-ce que vous pensez que l'Équateur peut-il développer sa propre intelligence agricole? Est-ce que vous pensez que Goma peut-il développer sa propre intelligence agricole, sa propre intelligence d'élevage, ou vous pensez qu'il faudrait que l'impulsion vienne du ministre central? Je le dis encore une fois, et d'ailleurs, l'agriculture est une matière exclusivement de la compétence provinciale. La seule raison pour laquelle on garde ça au niveau national, c'est pour être en mesure de mettre la main sur la... Et vous dites c'est un modèle qui ne marche pas. Ça n'a pas marché, ça n'a pas donné de résultat. Et d'ailleurs, même quand vous regardez les programmes de nos partenaires techniques et financiers, Banque mondiale et Banque africaine de développement, c'est des échecs patents. Il faut avoir le courage de le constater. Et ce n'est pas que des échecs parce qu'ils ont été mal pensés, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité dans l'exécution. Mais justement, est-ce que le problème, c'est parce que le programme a été mal conçu? Bien sûr. Le problème, c'est la faiblesse des animateurs. Non, le problème, c'est que le programme a été mal conçu parce qu'il a été conçu pour les gens. Les gens doivent avoir la capacité de générer leur propre programme pour être en mesure de pouvoir le comprendre, le développer avec responsabilité. Vous savez, les gens qui viennent de Kinshasa et qui arrivent dans une communauté, ils font un projet qui échoue, ils rentrent à Kinshasa et se foutent du reste. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut être en mesure de prendre au sérieux et nous assurer que chaque province, chaque entité territoriale ait les hommes capables et intelligents à même de pouvoir produire non seulement le plan, mais également l'exécution du plan pour être en mesure de produire des résultats. Il est important que nous ayons la capacité de pouvoir
comparer les gestionnaires à tous les niveaux. Bourgmestre entre bourgmestre, administrateur de territoire entre administrateur de territoire, gouverneur entre gouverneurs. Dans une autre émission, je disais, nous avons le devoir d'avoir 26 gouverneurs, des vrais managers de qualité. Nous avons l'obligation d'avoir 145 administrateurs du territoire compétents. Pas de politiciens. Pas que des politiciens. Pas que des politiciens, mais des gens compétents, capables de répondre aux gens qu'ils dirigent. Et aujourd'hui, l'erreur que nous commettons avec le 145 territoires, c'est de penser que oui, l'État central peut encore faire parce que, dit-on, les gens qui sont au niveau des territoires n'ont pas les compétences nécessaires. Même étaient les gens qui ont les compétences. Point full stop. Vouloir dupliquer la gestion locale par des administrations centrales, c'est exactement ce qu'on a fait avec le BCECO qui était censé être là pour 10 ans et qui est resté éternel et qui n'a pas rendu le moindre service. C'est la même chose que l'on a pensé avec le copyright que l'on a mis en place. Il n'y a aucune entreprise qui a été restructurée et qui est viable. Mais en fait, il faut être en mesure d'avoir le courage de dire c'est des administrations d'exception qui n'ont pas marché. La seule chose qu'il faut faire, c'est de moderniser les administrations de l'État, les mettre à niveau, les équiper pour qu'elles soient en mesure de rendre les services nécessaires. On ne peut pas faire du provisoire qui devient définitif, ça n'a pas de sens. On ne peut pas penser qu'on va avoir les 145 territoires gérés en dehors des administrateurs du territoire, alors que c'est ça le travail des administrateurs du territoire. Vous voulez mon point de vue? J'aurais pu dire, donnez le travail aux administrateurs du territoire, ajoutez-leur 4 consultants chacun pour être en mesure de les aider à monter en puissance. C'est seulement comme ça qu'on va avoir des gens capables de pouvoir pérenniser les actions. Sinon, au moment où nous faisons du retour sur Kinshasa avec tous les acteurs spécifiques qu'on a déployés sur le terrain, tout va tomber exactement comme on le remarque dans les programmes de la Banque mondiale. Mais alors, la grande question, c'est la consommation, non, je veux dire la production et la consommation. Je vous donne un exemple simple. Chez moi, à Lilangui et à Ikanga, il y a des grandes plantations de cacao, des très grandes plantations de bananiers, des très grandes plantations d'oranges, ainsi de suite. Mais si vous demandez à un monsieur d'Ikanga de produire, par exemple, 7 hectares ou 8 hectares, il aura du mal à évacuer son produit. En fait, même si on avait des routes, le gars aura du mal parce que dans sa société, il n'a plus de 1000 personnes pour consommer ce produit-là. Comment vous allez créer une intelligence pour évacuer le produit du point A vers le point B? Parce que, évidemment, à Goma, par exemple, ils n'ont pas ce que nous avons à l'Équateur, le Momboya. Et chez eux, à Goma, ils n'ont pas les Momboya. Bon, et aussi, ils ont ce que nous n'avons pas à l'Équateur. Ils ont ce qu'on appelle les Mazinangombe, que nous n'avons pas. Alors, comment faire pour que le Mazinangombe qui coûte, qui est finalement banalisé à Goma, qui n'est pas un luxe, mais qui devient un luxe à l'Équateur? Comment faire pour vous parlez là de ce qu'on appelle le marché domestique. Oui. Nous, on a la chance d'avoir 2 345 000 km² et d'avoir près de 100 millions de personnes. Ça veut dire que nous avons un marché intérieur puissant. Mais disséminer certains maintenant, vous parlez d'une deuxième chose qui se trouve être la nécessité de rentabiliser le secteur de la production. Oui. Dans le monde entier, le secteur de la production n'est rentable que dans la partie haute de la chaîne de valeur. Quelqu'un qui est aux États-Unis peut savoir que ce produit se trouve disponible à tel endroit, à tel prix. Et en ce moment-là, ça brise toute la mafia que nous avons instaurée, où les gens qui viennent des villes viennent acheter des biens qui sont produits en milieu ruraux au prix que eux ils imposent. Et puis ils veulent. En fait, ils volent le milieu rural, et c'est ce que exactement les Blancs ont fait avec nous, que nous reproduisons sur nos frères qui sont dans le milieu rural. Et je crois que l'informatisation du circuit de production et du circuit de distribution peut être une véritable révolution, et nous sommes en mesure de pouvoir y arriver. Alors une autre question. Monsieur Ali, la question est simple. Vous voyez, par exemple, quand on vous dit, je vais acheter tel produit, on vous dit, le produit a pris de l'ampleur. Enfin, il y a eu majoration de prix. Vous posez la question, vous dites, c'est la Covid. Vous posez la question, vous dites, c'est la guerre de l'Ukraine. Avant de vous poser la question, parce que nous, on a à foutre avec la guerre de l'Ukraine, on est très loin d'ici. On vous dit justement parce que ces produits-là sont, par la tautologie, produits là-bas. Et quand il y a une crise là-bas, il y a eu beaucoup de froid, et qu'ils ont eu beaucoup d'énergie, et ainsi de suite, ils ont majorité en prix, et nous subissons. Mais en réalité, quand vous regardez le prix, nous pouvons le faire ici chez nous. Est-ce que ce n'est pas ce que vous dites tout à l'heure, un plan d'industrialisation finalement, pour empêcher la dépendance de tout finalement, importe tout, il paraît, même l'inflation, on l'importe aussi. Exact. Christian, ce que vous décrivez s'appelle un choc exogène. Ça veut dire qu'en fait, nous subissons un choc qui n'est pas lié à notre système. Oui. Et ça, nous le subissons bien pour deux bonnes raisons. La première, c'est que notre économie est assez petite. Oui. Le moindre choc extérieur, nous le recevons avec une grande amplitude.
La deuxième raison, c'est que nous sommes exposés aux importations des biens dont on n'a peut-être même pas besoin parce que nous en avons le potentiel ici. Laissez-moi vous dire, Christian, nous avons ici un parc forestier extrêmement important, mais nous importons chaque mètre carré de papier que nous utilisons dans ce pays. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans les supermarchés, tous les jus de fruits viennent de l'extérieur, alors que nous sommes dans un pays qui est sur deux systèmes climatiques différents et donc qui peut produire autant de fruits que nous désirons. Nous avons aujourd'hui des cours d'eau qui sont pleins de poissons et nous importons du poisson parce que nous avons été incapables de mettre en place le système de chaîne de froid capable de pouvoir stabiliser les produits et les distribuer sur l'étendue de la République. Nous avons, comme vous avez dit tout à l'heure, de la viande qui coûte pas cher à Goma, mais nous... Et quand vous regardez tout ça, vous dites, il est très important pour nous de pouvoir avoir un système économique national solide, pensé et réfléchi, capable de pouvoir répondre à des questions sérieuses. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes victimes de ce qu'on appelle le commerce pur et simple. Et ceux qui font le commerce dans ce pays, ce sont les étrangers. Nous n'avons pas une politique, nous n'avons pas un corps solide d'hommes d'affaires qui détiennent notre économie. Mais c'est une conséquence d'une politisation à outrance. La plupart des opérateurs économiques que nous avons aujourd'hui sont les prête-noms des opérateurs politiques de notre pays, certains anciens et d'autres d'aujourd'hui. Et en fait, très malheureusement, cette situation, elle restera comme ça parce que pendant longtemps, ces gens voudront être en mesure de sortir de l'argent. Et pour sortir de l'argent, il faut légalement importer des biens, y compris des biens dont on a la capacité de production locale. En fait, l'exercice qu'ils font en permanence, c'est de sortir légalement, sans se cacher les devises qui sont chèrement acquises ici par la voie des produits miniers que nous exportons. Et ça fait très bien parce que, après, la question suivante, c'est celle de savoir, si par exemple en Italie, on vous dit que chez eux, ils ont des aliments de souveraineté. Et donc, ils mangent la pizza, ils mangent ceci, cela. En France, ils ont des aliments de souveraineté. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas des aliments de souveraineté? On pose la question au Congo, quel est l'aliment de souveraineté que nous avons? Puisque si nous connaissons l'aliment de souveraineté, on pourra travailler là-dessus de façon que les Congolais mangent quelque chose que nous tous nous connaissons. On est tous victimes de manger de pain. Mais qui nous a dit qu'on ne pouvait pas manger la manioc? Qui nous a dit qu'on ne pouvait pas faire de pain sur base de maïs que nous avons aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous obligés de rester dans l'idée, il faut aller trouver ceci, il faut aller trouver cela? Est-ce que nous avons des aliments, un aliment de souveraineté? Tout à l'heure, je vous ai dit que le mode de leadership que nous avons eu pendant les 60 premières années de notre indépendance a été très calqué sur, malheureusement, l'esclavage que nous reproduisons sur nos propres frères. Mais du point de vue de l'alimentation, nous sommes exactement victimes de la même chose. Ouais. La télévision et tous les mass médias que nous avons nous ont éduqués de manière complètement erronée. Regardez le rapport que nous avons par rapport au sel et par rapport au sucre et toutes les maladies que cela engendre. En fait, très malheureusement, nous sommes des produits d'une transformation culturelle inacceptable et il est grand temps qu'on apprenne à se remettre en question et qu'on soit en mesure de se réinventer. Vous savez, un peuple qui se respecte produit ce qu'il mange et mange ce qu'il produit. Et très malheureusement, nous sommes considérés comme un marché. On nous désarticule pour être en mesure de nous vendre des produits qui viennent de leur travail. Ça sous-entend que chaque fois que nous achetons des biens à l'étranger, nous finançons le travail dans ces pays, nous finançons le développement dans ce pays. Et je crois que même si le monde s'est mondialisé et s'est ouvert, on a quand même remarqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des éléments de souveraineté dans tous les secteurs. Le secteur culturel, le secteur politique, mais également le secteur économique et le secteur alimentaire. Et il est important, et ça fait partie de la stratégie d'un budget, c'est de dire, nous désirons nous assurer que nous produisons ce que nous mangeons et nous mangeons ce que nous produisons et nous arrêtons de dépenser 2,5 milliards de dollars pour importer des biens. Mais quand vous regardez ce genre de choses, vous ne trouvez pas dans le budget des lignes budgétaires qui justifient ce mouvement-là. Exactement. Et c'est ce que je dis, le non-alignement entre le narratif, ce qu'on dit qu'on voudrait faire, l'allocation budgétaire et l'exécution. Et si nous n'avons pas cet alignement, ce sera très difficile de réaliser la politique publique que l'on dit qu'on voudrait faire. Et donc, ça amènera à des résultats catastrophiques et à des frustrations. Et bien entendu, la première catégorie de frustration, c'est la catégorie politique. Alors, pour terminer du côté alimentaire, puisque avant de parler essentiellement de 145 territoires et de sa faisabilité, Monsieur Hall, aux États-Unis, tout le monde sait que c'est l'anglais est difficile pour moi, on parle des burgers. C'est-à-dire que tout citoyen américain peut s'acheter les burgers sans aucun problème, sans vraiment se torturer. Mais ici, nous appelons le foufou comme la boule nationale. Mais le foufou est encore une fois à prix d'or pour plusieurs personnes qui n'arrivent pas à le manger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous
n'était pas question de construire je ne sais pas, un mythe autour du foufou, par exemple, pour dire le Congolais mange le foufou et nous nous battons pour que le foufou soit l'aliment le moins cher que possible, ou que tout le citoyen pouvait avoir. Par exemple, si on dit que c'est le poundou, et donc le foufou et le poundou, on associe ça comme des aliments de souveraineté, on se bat pour qu'aucun citoyen congolais ne manque le poundou et qu'aucun citoyen congolais ne manque le foufou. Ou si c'est lui que l'on fait comme choix, est-ce que c'est possible de changer ce paradigme alimentaire au Congo? Christian, il y a 2 semaines, j'ai passé un dimanche entier sur le plateau de Batéké. Oui. Ce que j'y ai vu m'a véritablement révolté. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle la chikwang de Batéké, qui est de très bonne qualité, et je suis allé regarder comment on la produit. Tout le plateau de Batéké, il n'y a pas d'eau. Vous posez la question de savoir comment est-ce qu'il nettoie le manioc. Alors, la réponse est très simple, c'est qu'on nettoie le manioc avec l'eau de pluie, et quand il n'y a pas de pluie, on se débrouille. Après, vous regardez ces pauvres femmes qui fabriquent la chikwang, travaillent avec de tranches d'arbres pour chauffer et s'exposent à de la fumée, à du monoxyde de carbone. Elles produisent dans des conditions précaires. Et nous sommes assis ici à Kinshasa, avec toutes les universités où nous avons été, avec tous les diplômes que nous avons, sans nous intéresser à comment la nourriture que nous consommons est préparée. Et ça, c'est juste une question d'intelligence. Il y a une rupture d'intelligence. Elle s'arrête en ville. On ne se pose même pas la question de savoir ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce que nous mangeons, comment ça nous arrive. Vous savez, les questions que vous posez sont des questions de stratégie économique. Comment nous faisons pour que les biens que nous consommons soient produits de manière optimisée, à moindre coût, de sorte qu'ils soient disponibles à l'endroit où on en a besoin correctement. Nous sommes un pays où nous disons que nous n'avons pas suffisamment de nourriture, mais les pertes post-récolte dépassent les 50%. Mais en fait, on ne peut pas être plus bête que ça. On ne peut pas être à la fois des gens qui se plaignent de manque de nourriture et qui gaspillent plus de 50% de ce qu'ils produisent. Et donc, la question que vous posez vaut son pesant d'or. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si nous réfléchissons bien, le budget devrait être une réponse à nos contraintes pour être en mesure d'optimiser nos performances collectives. Et aujourd'hui, la faute morale que nous commettons, c'est de penser qu'on peut avoir 2 pays. La ville et le rural. Le rural, c'est 80% de notre population. Et malheureusement, ces gens-là sont laissés dans un état d'animalité. Et je crois que le courage qu'a le chef de l'État à nous pousser à aller à la rencontre des citoyens devrait nous pousser également à avoir une asymétrie qui puisse nous permettre d'avoir les meilleurs et les plus intelligents, les plus jeunes d'entre nous qui ont accumulé des connaissances, qu'ils aillent là où il y a le plus de défis possibles. Alors aujourd'hui, vous savez, on parle des 145 territoires, on parle de l'argent, on ne parle pas de technologie. On ne parle pas des hommes. Il est important de sédentariser l'argent, de sédentariser les technologies, de sédentariser des hommes dans cet environnement pour qu'on soit en mesure de créer là-bas une richesse de manière permanente. Vous savez ce qu'il faut faire, Christian? C'est de dire, l'État aujourd'hui va dépenser de l'argent, mais il faut déjà nous dire dans les 10 ans qui viennent, quelle quantité d'argent on va dépenser. Ça permet aux hommes d'affaires de prendre la décision d'aller s'installer là-bas, mais également d'y attirer d'autres moyens de production pour être en mesure de faire de la transformation. C'est seulement en ayant des justifications, ça veut dire de la production, qu'on peut justifier les routes. Les routes des dessertes agricoles serviront des dessertes agricoles. Mais si il commence à y avoir de la production industrielle, ce ne sera plus des routes des dessertes agricoles qu'il faut faire, c'est des routes industrielles qu'il faut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser qu'on peut faire venir de l'huile de l'Équateur pour venir faire du savon à Kinshasa, pour faire repartir du savon vers l'Équateur. C'est de la stupidité collective, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, si on produit de l'huile à l'Équateur, c'est à l'Équateur qu'il faut mettre les savonneries. La seule chose qu'il faut faire comme correction, c'est de mettre de l'énergie là-bas. Point full stop. Puisque si vous transportez des l'huile, vous risquez de transporter de l'eau pour rien, vous risquez de transporter... Vous transportez d'abord une marchandise qui n'a pas de valeur. Qui n'a pas de valeur. Pas de grande valeur. Et en réalité, les gens vont payer le transport de l'huile pour venir la transformer ici et faire repartir dans ça n'a pas de sens. C'est la stupidité. Et je pense que collectivement, nous devons être en mesure de savoir donner à chaque province, à chaque entité territoriale, son économie. Mais le moteur de la transformation économique, c'est l'énergie. Nous avons commis l'erreur avec le secteur minier. On a commencé une exploitation désordonnée de nos ressources minières. On s'est aperçu qu'on n'a pas assez d'énergie. Et jusqu'aujourd'hui, malgré la libéralisation du secteur de l'énergie, nous n'avons pas aujourd'hui un engouement en termes d'investissement rapide pour être en mesure de pouvoir donner de l'énergie là où nous devons être en mesure de transformer les biens. Et aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est qu'en plus du plan national stratégique de développement, nous devrons avoir des plans provinciaux stratégiques de développement, nous devons avoir des plans locaux stratégiques de développement. Distincts. Complètement distincts qui répondent aux contraintes locales. C'est seulement comme ça qu'on peut consolider
la transformation. Mais ce n'est pas dans le logiciel du politique congolais, parce que le politique congolais pense qu'il doit tout maîtriser à partir de Kinshasa, et c'est une faute. Alors, aujourd'hui, nous devons avoir ce qu'on appelle le multi-level leadership. On doit avoir le leadership par palier. L'État doit avoir la capacité d'amener le service public le plus près possible du citoyen. Et ça, ce n'est pas le chef de l'État, qui qu'il soit, qui peut amener le service public auprès du citoyen de Moussumba. Ça doit être le gouverneur qui délègue son pouvoir auprès de l'administrateur du territoire, qui doit être efficace pour être en mesure d'amener le service public auprès du citoyen. 145 territoires, parlons-en. Comment ça va se passer dans la pratique? Puisque les gens ont beaucoup entendu la chanson, beaucoup de gens aiment d'ailleurs cette chanson, on commence tellement à la chanter qu'on se perd un peu des termes. 145 territoires, mais qui va véritablement impulser ces développements-là? Est-ce que pour plusieurs personnes, ils se disent, l'État sort l'argent aujourd'hui, l'État central, encore une fois, sort l'argent. Mais est-ce que ça va être continuel? Est-ce que ça sera toujours l'État au niveau central qui sortira de l'argent pour financer les activités là-bas, ou c'est juste un début et que les entités au niveau local vont eux se déterminer pour produire suffisamment de l'argent pour soutenir l'initiative? Comment ça va se passer dans la pratique? Christian, il faudrait d'abord que vous compreniez tout le narratif réel. Tout commence avec la campagne électorale. Moi, j'ai entendu le chef de l'État actuel, en pleine campagne, s'étonner du degré de misère qu'il voyait. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a vécu en Europe, qui a vécu à Kinshasa, et qui n'était pas nécessairement exposé à ces réalités-là avec une telle vigueur. Il a été choqué. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de réparer des blessures intérieures personnelles. On doit dépasser ce niveau-là. Nous devons en faire un véritable mouvement national. Je vais vous dire pourquoi. L'argent de l'État, pendant les 62 dernières années, n'a été dépensé que dans le milieu urbain. C'est pour ça qu'on se rend compte que même dans les entités territoriales dont on est en train de parler, les 145, il n'y a même pas le bureau du chef du territoire. En fait, nous sommes en train de réaliser une justice. Nous sommes en train de réparer les fautes que nous avons commises pendant très longtemps. Et vous savez, les 10 millions de dollars par territoire, à mon avis, c'est très peu. On devrait dépenser la plus grande partie de l'argent dans ces milieux-là pour aller réveiller une économie et leur permettre, ne serait-ce que par équité, d'ici 4, 5, 6 ans, d'être en mesure de renvoyer à l'économie nationale ce qui est leur devoir. Et je pense aujourd'hui que nous devons être beaucoup plus ambitieux et aller au-delà du premier palier qui est celui des 10 millions de dollars sur les 3 prochaines années pour chacun des territoires. Il faut qu'on dépense beaucoup plus d'argent que ça. Et vous savez, si on commence à dépenser beaucoup plus d'argent, ça va attirer des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont faire les zones inverses. Ils vont quitter les milieux urbains parce que ça se passe les choses. Mais la seule chose que les gens ne disent pas, c'est que si on y dépense l'argent, on va commencer à y produire. Vous allez avoir 145 points d'impulsion économique qui ne produisaient rien, qui va commencer à produire. Moi, j'ai 2 astuces que je propose. La première, c'est de dire, les banques ont une licence qui les oblige d'être sur tous les temps. Il faut les contraindre d'aller là-bas. On n'a qu'à prendre les 145 territoires, on regarde les territoires qui ne sont pas couverts par une institution financière, on les divise par le nombre de banques, on donne à chacun une obligation de couverture d'une partie. Ça donnerait déjà une inclusion économique et financière. Deuxième chose, les télécoms. Ils ont une obligation de service universel et c'est dans leur charte. Et on devrait être en mesure de leur dire, nous voudrons de la connectivité partout. Pourquoi je le dis? Parce que si on a la connectivité partout, on peut aujourd'hui améliorer l'enseignement dans ces milieux en nous basant sur les technologies. On peut améliorer l'offre de santé en nous basant sur les technologies. On peut rééquilibrer l'offre du service public en nous basant sur la gouvernance électronique. Et à mon avis, le système informatique est un accélérateur de performance et il faut s'y mettre. Je reviens sur quelque chose que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas une faveur qu'on est en train de faire pour les 145 territoires. C'est une obligation morale. Nous avons pendant longtemps confisqué l'argent dans les milieux urbains en laissant nos frères vivre comme des animaux, en se couchant par terre dans des huttes et en n'ayant même pas une exposition à de l'ambition. Aujourd'hui, ce que nous devrions être en mesure de faire, c'est d'avoir une fiscalité asymétrique. Ou si vous êtes dans les milieux que nous pouvons considérer comme étant la 3e zone, vous ne payez pas du tout d'impôts pour essayer de pousser les entreprises à aller là-bas. Et si vous êtes dans ce que nous pouvons considérer comme la 2e zone, vous payez des impôts modérés. Et lorsque vous êtes dans la grande ville comme celle-ci, on devrait avoir des impôts beaucoup plus pour que les gens se disent il faut aller à la rencontre du défi. Et c'est seulement comme ça qu'on peut avoir une inclusion qui puisse nous permettre d'avoir les 80% de notre population qui ne contribuent pas à l'économie parce qu'ils n'ont jamais rien reçu en termes de services publics et qui vont être inclus dans la communauté, non seulement pour recevoir le service public, mais également pour être en mesure de contribuer à la production. Le problème, M. Hall, le problème, c'est ce que nous avons fait de ce pays. Nous avons malheureusement une conception selon laquelle ceux qui doivent travailler dans l'État doivent être les faibles.
Et ce qui fait que nous n'avons pas d'acteurs performants au niveau public. Alors, quand vous parlez de 145 territoires, c'est déjà ceux qui sont à Kinshasa, à la capitale, sont aussi moins performants que ça. Que dites-vous de ceux qui sont à la cité? Je vous donne un exemple. J'ai fait la ronde de villages. J'ai parcouru 26 villages à l'Équateur, 26 à l'Équateur. Dans le Congo, j'en ai fait 15 ou quelque chose comme ça. Mais je ne vous dis pas les niveaux des gens. Vous rencontrez le chef de localité, mais qui ne comprend, il ne sait même pas se situer à la carte géographique. Vous dites, vous êtes où? Est-ce que vous êtes au nord, au sud, à l'est? Il ne sait pas, il se perd. Mais c'est lui qui est chef de localité, ça fait 10 ans. C'est lui qui est chef du quartier, c'est lui qui est chef du quartier, le chef de rue, ainsi de suite, même le chef de localité, je veux dire, le chef de territoire, qui comprennent absolument rien de la société. Mais à ces gens-là, vous pensez 145 territoires. Pour certaines personnes, ils estiment que l'État va leur donner de l'argent. Est-ce que vous n'allez pas avoir, est-ce qu'on n'a pas pensé à mettre des structures d'accompagnement qui accompagnent des gens qu'on a trouvés là-bas, les former, les encadrer, et puis utiliser ces pouvoirs-là? Comment ça se passe dans la pratique? Christian, la Banque mondiale nous a menti. Elle nous a induit dans des erreurs fondamentales. Je prends encore le cas du BSECO. On dit l'administration est trop faible, on sort de la guerre, on fait une administration de proximité, d'exception. Et vous connaissez les salaires qu'il y avait au BSECO? Les gens au BSECO étaient mieux payés que certains ministres. Ok? Mais bien sûr, quand vous avez ce genre de choses, vous allez recruter des gens de qualité parce que vous avez mis l'argent. Mais en même temps, vous voulez comparer ces gens avec leurs homologues qui sont dans l'administration publique qui touchent 150, 200, 300 $. Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, si on désire avoir des administrateurs du territoire de qualité, on met le paquet. Et aujourd'hui, le chef de l'État a commencé en disant on va construire déjà les infrastructures pour qu'ils aient des bureaux et qu'ils soient équipés. Mais après, il faut recruter des gens de qualité et leur donner des moyens. Et c'est pour ça que je disais ici, il faut dépenser le plus d'argent possible dans les milieux qui n'ont pas bénéficié des revenus de l'État. Recrutement, M. Ali, de recrutement, non, licenciement. Les licenciés est faible pour recruter les nouveaux. On n'a pas le choix. On doit être en mesure du progrès. C'est le prix du progrès. On doit être en mesure de donner les meilleurs de nos défis aux meilleurs de nos enfants. Ça sous-entend qu'en fait, à partir du moment où nous avons un critérium clair et nous avons un package qui est intéressant, les meilleurs de nos enfants, les plus compétents, prendront le courage d'aller à la rencontre de nos difficultés. Et s'ils sont payés correctement et qu'ils ont un traitement qui les incite à rester là-bas, ils vont rester et ils vont travailler. C'est seulement en mélangeant les gens que l'on peut progresser. Laissez-moi vous donner une illustration de quelque chose que j'ai vécu. Lorsque les Kassaïens ont été chassés du Katanga, il y a beaucoup de Kassaïens très bien qualifiés qui sont arrivés dans l'espace kassaïen. C'est eux qui ont amené les premiers postes à souder parce que les gens qui étaient là ne connaissaient pas du tout les postes à souder. C'est eux qui ont commencé à faire des briques cuites parce qu'ils savaient le faire du Katanga. C'est la même chose avec les États-Unis. Les États-Unis mélangent des gens en permanence dans leur programme de loterie. C'est pour avoir une mixité culturelle. Et je pense que la mixité culturelle est un avantage majeur. Et aujourd'hui, nous avons une masse importante de Congolais qui vivent dans les grandes villes, qui peuvent rentrer dans les milieux ruraux, mais nous avons également une masse importante de gens qui vivent à l'étranger, qui peuvent revenir ici si on leur donne des défis. Je discutais la semaine dernière avec un journaliste international de nationalité congolaise qui travaille en Belgique, qui dit, mais en fait, nous avons plein de gens en Belgique qui connaissent des métiers, mais qui s'emmerdent à rester là-bas simplement parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils sont coincés dans des situations sociales de faible qualité. Ils n'incitent pas à venir. Ils disent, est-ce que ce programme de 145 territoires ne devrait pas ouvrir un chapitre spécial pour être en mesure d'accueillir des gens de la diaspora qui veulent véritablement revenir sur des programmes particuliers, étant donné d'ailleurs qu'il y a des moyens pour ça. Et donc, encore une fois, je dis de manière très claire, Christian, je vous l'ai dit la fois passée, ce ne sont pas les routes qui font le progrès, ce sont les hommes qui font le progrès. Et nous devons être en mesure d'avoir une cartographie volontaire de nos compétences. Nos médecins doivent être répartis de manière volontaire. Nos agronomes doivent être répartis de manière volontaire. Nos techniciens doivent être répartis de manière volontaire pour aller impulser le progrès. Et ça, c'est des choses que les hommes politiques, à tous les niveaux, devraient être en mesure de pouvoir animer. Alors, la question qui va fâcher, on va peut-être aller vers la fin de l'émission. La question qui fâche, ça va être la question de la gestion des tribus, la gestion des ethnies dans les 145 territoires. Quelle est la pensée de M. Hall? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire le mixage, comme vous dites tout aussi bien d'ailleurs, savamment, mélanger les gens, ou il faut garder la logique des autochtones? Par exemple, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la logique. Vous
l'Équateur, vous allez dans le Bas-Congo, tous les chefs de rue, tous les chefs de quartier, tous les chefs de territoire sont presque originaires de là. Est-ce qu'il faut changer ça maintenant? Tout ça a été fait pour nous affaiblir. Vous savez, les gens qui font la génétique savent très bien que lorsque vous laissez une espèce entre elles, elle finit par périr. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est important de mélanger les gens. Parce qu'ils viennent avec des souches ADN différentes qui permettent justement d'améliorer les espèces. Rien que du point de vue du besoin de la qualité des espèces, il est important de mélanger les gens. Vous savez, les gens qui disent ce genre de choses, ils commencent par « Ah non, nous sommes du Congo central. Après, non, nous, on est de telle tribu. Après, dans la tribu, on ne peut pas bâtir un pays avec ce genre de choses. On bâtit un pays avec le fait que vous aimez le nord, vous allez au nord, vous aimez le sud, vous allez au sud, et vous avez les gens de meilleures compétences pour être en mesure de faire avancer les choses. Vous savez, vous allez en Afrique du Sud, les Congolais ont tenu le système médical sud-africain pendant très longtemps. Mais ils n'étaient pas sud-africains, ils sont devenus sud-africains. En d'autres termes, on a ce qu'on appelle sa souche d'origine, mais on a aussi sa souche d'adoption en fonction du bien que vous faites à cet environnement. Si vous êtes un bon ingénieur et que vous avez des applications qui permettent de changer la vie des gens vont vous respecter pour ce que vous savez faire, pour le bien que vous leur faites, même si vous n'êtes pas nécessairement de leur tribu. Mais en fait, on nous a mis dans la tête des éléments de division, ce qui est complètement inacceptable, et on a tous vu que les résultats ne sont pas bons. Et donc, si vous désirez que je vous donne mon point de vue, c'est que nous sommes Congolais, nous devrions être généralement Congolais, et nous devrions être en mesure d'envoyer nos enfants là où il y a le plus de défis. Pour vous en parler aujourd'hui, tous les militaires qui sont au front à l'Est ne sont pas de l'Est. Ah, bien sûr. Mais c'est eux qui se battent. Et donc, nous devrions avoir ce niveau de patience. Tous les médecins qui sont envoyés au monde n'ont pas que la même tribu. Ils n'ont pas la tribu de patients. Donc, on ne se pose pas de questions. Et donc, il faut dépasser ce clivage complètement inutile et aller vers les seules raisons qui peuvent nous amener aux performances. Alors, les 145 territoires, pour terminer, parlons-en. Chaque territoire aura-t-il un budget? Puisque dans votre exposé tout à l'heure, vous avez si bien dit qu'il faudrait aller au niveau d'avoir des programmes au niveau central, au niveau provincial, au niveau local. Comment cela se conçoit dans la pratique? Pour l'instant, ce n'est pas encore conçu, mais c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Parce que l'argent que le gouvernement est en train de dépenser là-bas, c'est ce que moi j'appelle l'argent de la catalyse. C'est pour catalyser les sorts économiques pour être en mesure d'attirer les gens, mais en réalité, le vrai développement des territoires va être en fonction des potentiels des territoires. Tous les territoires ne se ressemblent pas, ils n'ont pas tous les mêmes. Et donc, si on désire avoir quelque chose qui va réellement différencier chaque territoire, il faut être en mesure d'étudier le territoire, être en mesure de sortir ses avantages comparatifs et de sortir son plan stratégique de développement sur base duquel, en plus de ce qui est commun que l'État est en train de faire, que l'État fasse aussi des choses très spécifiques qui permettent de réveiller l'économie locale. Et à partir de ce moment-là, les privés vont voir et ils vont suivre et ils vont être en mesure, s'il y a une fiscalité asymétrique, comme je l'ai décrit tout à l'heure, à même de pouvoir aller à la recherche de ces potentiels, être en mesure de pouvoir devenir riches avec l'argent qu'ils vont devoir créer dans cet environnement. 145 territoires, c'est dissimulé à travers les 26 provinces. Mais est-ce que vous ne va pas tomber dans la redondance finalement? Et je voudrais juste vous dire que quand on parle des 145 territoires, ils sont tous éminemment ruraux. Oui, ruraux. Okay? Mais moi, je voudrais dire qu'au-delà des 145 territoires, on a les communes qui doivent être gérées de manière performante, les communes urbaines et les communes rurales qui doivent être gérées de manière performante. Et moi, mon appel est de dire, nous devons avoir du leadership de qualité à tous les niveaux pour que nous soyons en mesure non seulement d'avoir les 145 territoires gérés de manière intelligente, mais les communes urbaines et rurales soient également gérées de manière intelligente. Je vous parlais tout à l'heure de la commune urbano-rurale de Maluku, mais c'est la catastrophe ce que j'ai vu là-bas. Ça n'a absolument rien à voir avec Kinshasa, mais c'est pourtant Kinshasa. On doit comprendre la limite d'un ministre central. Un ministre du gouvernement central ne peut pas aller régler le problème à Kimboala, ça n'a aucun sens. Kimboala doit avoir un bourgmestre qui gère la commune, Kimboala n'étant pas elle-même une commune. Une commune je crois, de Ngaliema, je crois. Et la commune doit être gérée correctement, la personne doit être en mesure de donner des réponses aux infrastructures, aux questions de santé, aux questions d'école, et tout ça doit être pris en charge localement. L'échec organisationnel dans lequel nous sommes aujourd'hui est lié au simple fait que nous pensons que les gens qui sont assis dans les bureaux à la Gombe peuvent résoudre tous les problèmes. C'est totalement faux. Ce n'est justifié que par une chose, leur soif à garder la main sur les budgets. Est-ce que le problème, là, ça me fait penser à cela,
le problème, ce n'est pas ce qu'on a dit l'autre fois, monsieur Al. Regardez, par exemple, Kimboala. Quand vous allez à Kimboala, mais on vous montre l'étendue de Kimboala. Mais ça fait une commune ailleurs. L'étendue de Kimboala. On se dit, mais comment Kimboala peut en même temps être géré comme Kitambo, en même temps être géré comme Gombe, alors qu'ils font tous partie de la même, on va dire, la question sérieuse, c'est celle de la proximité de la gouvernance. Je vous donnais un chiffre la fois passée en disant la France, qui est 4 fois plus petite que la RDC, a 36 000 équivalents de bourgmestres qui sont les maires. Et juste une manière de dire qu'on essaie de s'assurer que pour chaque nombre de personnes, il y a quelqu'un qui prend des décisions. Pour chaque kilomètre carré est administré. Tout à fait administré. Oui. Et chez nous, très malheureusement, nous avons hérité d'une conception qui pense que quelqu'un qui est à Kinshasa peut gérer 2000 km plus loin. Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous nous réveillons des fois avec des rébellions à des endroits où on n'a pas de gouvernance du tout. Et encore une fois, je le dis et je le redis encore une fois, il va falloir qu'on apprenne à décentraliser et à déconcentrer le pouvoir, non seulement administratif, mais surtout le pouvoir financier. Puisque la décentralisation au Congo est perçue comme un instrument politique. Et quand on l'utilise politiquement, on a des conséquences aujourd'hui. On n'imagine pas, on ne le conçoit pas bien, et on y va. La politique, c'est l'art de produire la prospérité partagée. Oui. C'est l'art de gouverner et de gérer la cité. C'est l'art de s'assurer qu'on ne crée pas des rébellions parce qu'on pensait pouvoir confisquer tout le bien à Kinshasa. Et aujourd'hui, on a le M23 qui réclame de négocier avec Kinshasa parce qu'on pense que tout le pouvoir est à Kinshasa. Et ce qu'on a avec le M23, c'est ce qu'on a avec la centaine de groupes armés que nous avons. Et je le disais sur un autre plateau, il est important que très rapidement, nous arrêtions d'en faire un programme du chef de l'État, que l'on en fasse un programme de l'État congolais et du citoyen congolais. Et dans les 145 territoires, les communes rurales et urbaines doivent être administrées avec autant de compétences. On ne peut pas avoir les bourgmestres dans l'état d'infantilisation où ils sont aujourd'hui, où ils sont des bourgmestres pour rien, parce qu'ils ne font absolument rien du tout. Même pour nettoyer la ville, on attend que le gouverneur vienne la nettoyer. Ce n'est pas logique. Quand on parle des déchets, on les appelle les déchets municipaux, parce qu'ils sont générés au niveau de la municipalité, et ils sont censés être gérés au niveau de la municipalité. Les écoles, les centres de santé ne devraient pas relever du gouverneur, ils devraient relever du bourgmestre. Et aujourd'hui, nous avons des bourgmestres complètement incapables ou rendus incapables. Et c'est pour ça que les choses ne marchent pas, parce qu'une seule personne ne peut pas voir tout à la fois. C'est juste impossible. La seule façon d'être performant, c'est de s'assurer que la performance est générée sur les sites de consommation des services publics. Et donc, la performance doit être une performance de proximité. Et d'ailleurs, prenons le cas de la ville de Kinshasa, nous devrions avoir un concours de 24 bourgmestres. Et ça aurait laissé le gouverneur dans une situation où il évalue les gens. Aujourd'hui, il est en situation d'exécution. Et ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que les gens se moquent de lui. Kinshasa Bopeto, quand on a une pluie qui tombe ici, on a l'impression que le seul responsable, c'est lui. Ah mais non, il n'est pas le seul responsable. Chaque bourgmestre doit être responsable, chaque chef de quartier doit être responsable. C'est seulement en construisant la consolidation des moyens. C'est exactement ce que je dis. Leur donner les moyens, ce ne sont pas que les moyens administratifs, mais aussi les moyens financiers. Regardez la configuration de la collecte des taxes. C'est la DGRK qui collecte toutes les taxes, y compris les taxes qui auraient pu être collectées au niveau local. Est-ce qu'il est pas juste? Parce que le modèle économique, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens qui ont le pouvoir au centre pensent qu'ils doivent monopoliser du central au local. C'est de la prédation, et nous devrons être en mesure de bénéficier de cet appel des 145 territoires pour repenser la manière dont on est organisé et la manière dont on est efficace ensemble. Juste pour vous dire qu'à partir du moment d'ailleurs où vous pensez que vous pouvez collecter de l'argent de manière centrale, vous ne le collectez même pas de manière efficace. C'est pour ça que notre pression fiscale est en dessous de 10%, alors que les pays sérieux sont aux alentours de 25%, et les pays beaucoup plus sérieux vont jusqu'à 30-40%, et des pays comme les pays scandinaves vont jusqu'à 50-60% de pression fiscale, mais en contrepartie, ils donnent une qualité de vie extrêmement incroyable. Et je pense qu'il est important qu'on se rende compte qu'un bourgmestre, c'est un homme extrêmement important. Un administrateur du territoire est un homme extrêmement important. Un chef de village est un homme extrêmement important. Le chef de rue. Et il doit avoir le pouvoir administratif et financier d'agir. Et c'est à lui que les citoyens devraient être en mesure de poser des questions. Et si nous avons réglé le problème à ce niveau-là, le chef de l'État devient un véritable chef d'orchestre. Mesdames et messieurs, c'en est fini. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Je crois que la prochaine fois, ça sera en présentiel, comme vous l'avez dit encore une fois. Il est très important d'avoir ces cadres d'échange, puisque ça permet
de parler pas seulement que politique, mais de parler de choses qui nous concernent nous tous. Peut-être que prochainement, ou un autre jour, on parlera de la santé, comment elle peut être un facteur de développement. On parlera bien d'autres choses d'ailleurs, comme on l'a toujours fait. Et donc, mesdames et messieurs, cette émission aussi, comme on le dit, sur Internet, sur nos chaînes partenaires comme Congo Buzz Télévision et dans toutes nos plateformes. Vous le suivrez et nous continuerons à le faire du mieux que nous pouvons. Monsieur Al, stratège, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup et nous avons un autre partenaire qui se trouve être B1. B1, ah d'accord. B1 aussi, de toutes les façons, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre show. Mais avec le temps, on se rend compte qu'un intellectuel n'est pas forcément celui qui parle français ou qui est allé à l'université. Intellectuel, c'est celui qui a la capacité de répondre aux questions de la société. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe.